Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Min. Ils ont des canons braqués. Ils défoncent la grille du palais. Ah, c'est la police communale. Oui. Ces garçons de 14 ans font la police communale. Vous pouvez leur demander à ces petits garçons là de 14 ans là, s'ils savent bien servir du fusil. On a fait de toutes nos possibilités. On ne voulait pas du communiste. On a été trahis à la dernière minute. Nous, on voulait bien combattre jusqu'à la mort incluse. On a été trahis. On a combattu pour rien. This is the end, beautiful friend. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de 5-4-3-2-1-0, on s'attaque au plus compliqué, ce qui est sans doute le plus grand reportage de François Ponchelet, la chute de Saïgon, le 30 avril 1975, il y a donc tout juste 50 ans. Alors dans les deux cartons qu'il a gardés, mon père, le grand-père d'Arthur, avait conservé 18 bobinaux enregistrés entre le 25 avril 1975 et le 17 mai. Ce reportage l'a tellement marqué que lui, l'homme de radio, a écrit quelques feuillets, restés eux aussi dans un carton, et voilà ce qu'il raconte à travers ces 6 feuillets. Can you picture what will be? Cela n'arrive sûrement qu'une fois, une seule fois, précieuse et irremplaçable dans la vie d'un journaliste. J'ai eu la chance, cela m'est arrivé. J'ai vu et vécu la fin d'une guerre de 30 ans qui a fait 2 millions de morts. J'ai vu et vécu la plus grande défaite du pays le plus puissant du monde. J'ai vu et vécu, au cœur de l'événement, en l'espace de quelques heures, le formidable basculement d'un pays, d'une idéologie dans une autre. J'ai vu Saïgon la douce, Saïgon la corrompue, Saïgon la putain, Saïgon la pourrie, vivre ses premières heures, ses premiers jours de rédemption sous le régime communiste. Nous sommes donc en avril et mai 1975. Les Américains sont en train de perdre la guerre du Vietnam. La capitale du Sud-Vietnam, Saïgon, va basculer entre les mains des forces communistes du Nord, les Viet Cong. La guerre déchire ce pays d'Asie du Sud-Est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'abord la guerre d'Indochine, perdue par les Français en 1954, et puis les Américains qui prennent le relais pour éviter le basculement du Vietnam dans le camp communiste. Dans les années 60, Kennedy et Nixon envoient des milliers de GIs mourir au Vietnam, en vain. Et finalement, en 1973, les accords de Paris mettent officiellement fin à la guerre, mais les Américains continuent à soutenir le régime sud-vietnamien jusqu'à ce mois d'avril 1975, où les troupes Viet Cong communistes arrivent aux portes de Saïgon. En avril 1975, François Ponchelet a 32 ans, et c'est la première fois qu'il pose les pieds au Vietnam, et dans les quelques feuillets qu'il a écrits, il raconte. La réalité m'a sauté à la figure, pris à la gorge et aux tripes, comme si je débarquais dans un monde inconnu. Le contact physique, presque charnel avec Saïgon, a été une révélation étouffante, abrutissante, stupéfiante. Débarquant après 22 heures de voyage du Boeing 747 d'Air France, climatisé, quittant la musique douce et les fauteuils moelleux, les hôtesses souriantes, je me suis brutalement trouvé plongé dans cette formidable étuve, crevant de chaleur, le crâne bourdonnant du bruit infernal des milliers de Honda pétaradantes, les yeux papillotants, éblouis par ce soleil sans pitié, attirés, cajolés par la soie noire, blanche, jaune des sarons des filles, les robes brunes des bonzes. C'était le 24 avril. Saïgon vivait ses derniers jours, ses dernières heures. 23 divisions blindées nord-vietnamiennes étaient à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Elles étaient prêtes à déferler sur cette capitale où le pouvoir politique agonisait dans d'ultimes et grotesques soubresauts, où les Américains préparaient avec leurs formidables moyens une fuite sans gloire devant les petits hommes verts venus à pied de Hanoï sous les bombes des B-52, le napalm les défoliant. Malgré cette menace, malgré la fin toute proche, les roquettes sur Cholon, les attentats à la grenade en plein marché central, Saïgon la douce, l'insolente, l'insouciante, continuaient tranquillement à trafiquer, commercer, troquer,
volé. Saïgon continuait à vivre dans la pourriture du régime fantoche en décomposition. C'est vrai, chacun trouvait son compte dans ce vaste foutoir, dans ce gigantesque marché aux puces à l'échelle d'une ville entière, dans ce ventre indécent et gourmand qui mange à longueur de journée à même le trottoir, où s'étale viande saignante, poissons glauques, fruits chatoyants, légumes verts et riz blanc. Chacun trouvait son compte dans cette fourmilière de vélos, cyclopousse et Honda, montés par des voleurs d'une formidable agilité qui nous arrachent des mains, montres, sacs ou appareils photo. Chacun trouvait son compte, même la meute rampante et misérable des mutilés de guerre, cul-de-jatte, unijambistes, manchots, gueules cassées, agitant leurs moignons misérables et répugnants, dans des soubresauts cauchemardesques qui font fuir au lieu d'apitoyer. Tout cela, du plus beau au plus sordide, ne serait pas vraiment Saïgon si l'on y ajoutait un peu de piment rouge, l'odeur du poisson pourri, du gnoc-mam, un peu d'encens douceâtre et écœurant, la crécelle du chant des grillons et la beauté délicieuse des fleurs de flamboyant. Voilà donc ce qui m'a sauté à la figure, pris au nez, à la gorge, aux oreilles en débarquant à Saïgon. Saïgon, c'est, ou plutôt c'était alors, ce mélange, cette confusion, ce bric-à-brac, cette crasse, cette volupté, cette misère, cette beauté des filles qui vendent leur corps aussi gentiment que les gamines qui offrent pour 200 piastres des colliers de fleurs de jasmin. Là, on est dans quel quartier de Saïgon? Ici, Jianin. Province de Jianin. Et là, tous ces autocars là qui sont bourrés de gens, où est-ce qu'ils vont? Pour aller à Taininh. Voilà donc pour la version écrite, mais il était là reporter pour la radio. Après cette immersion dans Saïgon, il part donc Nagra à l'épaule à la rencontre des troupes nord-vietnamiennes. Nous sommes le 26 avril 1975 avec Philippe Marcovici, journaliste au Quotidien de Paris. Ils louent un taxi à prix d'or, et ils prennent la route pour se rendre à Tay Ninh, à 3 heures de route au nord-ouest de Saïgon. Nous sommes donc là en ce moment à Jianin, dans un quartier périphérique de Saïgon, pour essayer de prendre la route de la province de Tay Ninh. Et comme vient de le dire le guide chauffeur de ma voiture, il est impossible pour le moment d'aller jusqu'à Tay Ninh à 100 km car la route est coupée à peu près à 40 km. Alors tous ces cars actuellement cherchent à emmener les gens qui veulent retourner chez eux, mais évidemment ils peuvent rester au bord de la route et dans ce cas-là, ils reviendront à Saïgon, ce qui explique qu'il y ait en ce moment dans la capitale et ses faubourgs un apport énorme de population qui ne savent pas très bien où vivre et où aller et qui cherchent à rentrer chez eux. De temps en temps, il y a un chasseur F-5 qui décolle et qui part vers le front, les ailes chargées de bombes. Jusqu'à présent, à quelques kilomètres de Saïgon, la seule protection que nous ayons rencontrée, ce sont 2 barrages anti-chars sur la route, des sortes de chicanes faites de 3-4 murs en bois. Il semble que ces barrages soient totalement illusoires. Il est vrai qu'à l'intérieur de ces barrages, il y a du ciment armé qui est coulé entre les murs de bois, mais il faut dire que les chars peuvent parfaitement sortir de la route pour passer et apparemment dans la campagne il n'y a aucune autre protection. Sur le bord de la route, un camp de réfugiés. Qui sont ces réfugiés là? Pour famille militaire. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là? Oui. Ici, peut-être 15 jours déjà. 15 jours déjà, ils vivent sous des tentes. Ils ont de ce qu'il faut pour vivre? Non. C'est maintenant la campagne et les premiers champs. Les paysans semblent travailler comme si rien ne se passait. Ils sont accroupis par terre en train de faire les récoltes. On aperçoit quelques buffles gris et apparemment la vie continue presque normalement parmi les camions militaires qui reviennent du front. Nouveau barrage anti-char constitué celui-là de bidons, de fûts de 200 ou 300 litres remplis de terre et toujours disposés en épi sur la route pour faire une sorte de chicane et empêcher les voitures de passer, surtout les chars de l'adversaire. Sur ce barrage de bidons et de terre, il y a ces banderoles que l'on voit un peu partout à Saïgon, de larges banderoles jaunes écrites en rouge et sur lesquelles il y a des slogans anticommunistes et toujours ce mot qui revient, Ho Abin, la paix.
On est à Cu Chi, là, c'est à combien de kilomètres de Saigon? Saigon à Cu Chi, 40 km. Donc à 40 km de Saigon, le Viet Cong barre la route et on ne peut pas passer. Oui, le Vicomte dans la campagne, beaucoup. Le Viet Cong contrôle tout le secteur là. Ici? Oui. Non, dans la campagne. Uniquement la campagne, la ville non. Sếp ơi, tụi tôi đi được tới đâu nữa sếp? Hả? Tụi tôi đi tới đâu được nữa? Tới Gò Dầu. Tới Gò Dầu hả? Tới Gò Dầu được à? Dạ. Nous maintenant, nous moyens encore passer 15 km encore. Oui. On peut aller quand même encore à 15 Oui, km. oui, oui. Eh bien, allons-y. Très dangereux. Maintenant, c'est très dangereux. De part et d'autre de cette route que le chauffeur dit très dangereuse, il y a des champs, de tout petits champs alignés les uns contre les autres. Un peu plus loin, des arbres. Et c'est vraisemblablement dans ces arbres, au-delà des champs, que se trouve le Viet Cong. Jusqu'à présent, nous n'avons rien rencontré, pas aperçu de roquettes. Il semble que, évidemment, il y ait peu de population, mais il y a encore des gens qui vivent ici, dans cette zone qui est, comme vous venez de l'entendre, complètement contrôlée dans la campagne par le Viet Cong. Qu'est-ce que c'est là, ces maisons qui sont détruites hein? Oui, mais attaquer le Viet Cong avec militaires Vietnam Convoi. Il y a eu une attaque du Viet Cong contre un convoi du Vietnam et il y a eu une bataille ici, c'est pour ça que toutes ces maisons sont Oui, oui. détruites, rasées. Oui, oui, oui. Toujours casser mes maisons beaucoup ici. Il y a eu beaucoup de morts. Morts? Oui, Il y a toujours beaucoup de morts quand ils se rencontrent, quand ils se battent. toujours ici, sur la route très très dangereuse. Fais voir. Et le feu voiture aussi. Et des voitures, des camions qui ont brûlé. Oui, Là, la route a été coupée par une mine. On vient de passer sur un énorme chaos. C'est une mine. oui, mine. Il y a souvent des mines sur la route. Je sais pas. Là, je dois dire que l'atmosphère a totalement changé par rapport à tout à l'heure, alors que nous étions encore dans les faubourgs de Saigon où il y avait une activité populeuse intense, des milliers et des milliers, des nuées de motos, de bicyclettes, de cars bourrés de gens. Ici, la campagne semble dormir à moitié. Certainement, il y a des paysans qui travaillent dans les champs, mais tout est d'un calme absolu, presque vide. Là encore, un petit village avec des maisons détruites. Là, il ne reste qu'un pan de mur entièrement criblé de balles et d'éclats d'obus. Continuons à avancer. Sur notre gauche, au bord de la route, un petit campement militaire protégé par des fortins en sacs de sable et le drapeau sud-vietnamien, le drapeau jaune rayé de 3 bandes horizontales qui flottent encore ici. Ce qui me frappe aussi, c'est que depuis une demi-heure maintenant que nous sommes dans la zone où le Viet Cong est signalé, nous n'avons pas encore aperçu une seule fois un appui de l'aviation. Pas un seul chasseur, pas un seul bombardier n'est venu encore soutenir les troupes sud-vietnamiennes. Có pháo kích không? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut venir à Saigon venir ici. Au retour, Oui, retour. Oui. elle veut qu'on la prenne dans la Oui, voiture mais- pour la ramener à Saigon. Je demandais, mais il a dit, je sais pas, à Saigon venir. En voyant passer cette voiture dans laquelle nous sommes simplement 3, les gens nous demandent si on peut les ramener au retour à Saigon. Ở đây hồi đêm hôm tới giờ có bị pháo kích không? Chiều qua à? Nhiều không bác? Ici, nous sommes arrêtés devant une boutique où il y a un menuisier qui est en train de Tại raboter. đây. Il rabote un cercueil. Les fabricants de cercueils sont pratiquement les seuls artisans qui continuent à travailler inlassablement dans les villages. Mình còn đi tới đâu kìa? On va entendre un tir Oui. tout proche d'ici. Oui, tôi cảm ơn. Je disais donc que les fabricants de cercueils travaillent. Ce sont les seuls qui aient une activité presque normale et même plus grande que d'habitude. Là-bas, à 2-3 km devant nous, au bout de la route, il y a des fumées qui s'élèvent.
J'ai l'impression qu'il doit y avoir des échanges de roquettes et d'artillerie ou de mortiers. Finalement, il ne s'agissait qu'un tas d'herbe en train de brûler, mais c'est dire à quel point on s'attend à tout moment. Et la moindre fumée est interprétée comme un signe de guerre. Là, nous venons d'entrer dans la province de Tay Ninh, c'est-à-dire que la ville de Tay Ninh n'est plus qu'à 40 km. Et le drapeau du Sud-Vietnam flotte toujours sur les positions militaires. Nous n'avons aperçu aucun Viet Cong, aucun échange d'artillerie ou de roquettes. Mais il faut dire que l'atmosphère est assez lourde et que la plupart des populations sont parties. Có phải không? Bệnh nó mới bắn đó phải không? Còn đưa nhiều không? Pháo nãy giờ mấy trái rồi? Nhiều lắm. Oui, roquette tombée beaucoup. Ici, il y a beaucoup de roquettes. Oui, ici. Gò Dầu hả? Gò Dầu. Tombé beaucoup roquettes. Comment s'appelle cette ville? C'est ville Gò Dầu. Gò Dầu. Mais c'est... Oui, oui. Oui, On vient d'entendre 2 roquettes partir et là, effectivement, il y a des maisons. Devant nous, cassé du tout, mais rien, personne du tout. Là. Il nous dit revenir. Oui, oui, oui. Allez, vite, marchez vite, tombez ici. La roquette tombée ici. Oh là là. Demi-tour, là. Demi-tour, hein. Ici, non, hein. Ouais, Ça va, ouais. Je fais demi-tour tout de suite. Là, nous sommes dans un quartier entièrement dévasté par les roquettes qui viennent de tomber et les soldats nous disent de faire demi-tour le plus rapidement possible. Ça, derrière, le feu, il y en a fumé là. Ce quartier entièrement dévasté a été évacué par les habitants qui se sont repliés à l'autre bout de la ville, mais qui restent à l'autre bout et qui tout à l'heure, une nouvelle roquette qui vient de partir, et qui tout à l'heure retourneront, lorsque cette alerte-là sera passée, retourneront chez eux. Depuis que ce tir de roquette a commencé ici, il règne un calme, un silence impressionnant. Tous les gens sont là à attendre la prochaine explosion. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ça fait longtemps que ça a commencé à tirer? Nghĩa là nó bắn từ hồi sáng tới giờ hả? Mais ce matin, aujourd'hui ce matin, déjà 1 heure pour roquette tombée. Depuis ce matin, déjà pendant 1 heure, les roquettes sont tombées. Oui. Mais est-ce qu'ils ont peur des roquettes ou est-ce qu'ils sont habitués? Hậu Nghĩa. Quand la roquette a explosé, j'ai fait un petit frisson et tous ceux qui étaient autour de moi se sont amusés. Ils sont habitués, ils rient quand les roquettes éclatent. On les entend partir, ça fait d'abord un boom lointain et puis ça explose tout près. Ils cherchent par terre des éclats de roquettes pour me les montrer. Aussi, il y en a 2 qui ont été tirés là. Attention, il y en a une autre qui va arriver. Attention, il y en a une autre, il y en a une autre. Cái miệng kìa. Encore une qui a été tirée. Oui, côté des bas, hein. Encore une. Elle tombe à combien de mètres là? Elle tombe loin d'ici? Pas loin ici, ça c'est peut-être 500 mètres, 200 mètres ici. C'est pas loin. Écoutez ça. Là, fumée. Fais voir. Oui, on voit la fumée de l'endroit où elles aboutissent. Chết ở đây Qu'est-ce qu'il dit? Bây giờ còn nằm đó hả? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? dit? Bị cái chết hả? Oui. Mà chết hồi nào? Oui. Hier soir, le roquette tombée. Il y en a une fille morte dans le pagode maintenant. Il y a une fille qui a été tuée et une fille de 16 ans et son corps est dans la pagode là qui est juste en face de nous. Oui. Le fille sans famille est morte. C'est une fille qui n'avait plus de famille déjà. Oui. Elle était la seule survivante de sa famille. Il nous emmène à la pagode pour nous montrer le corps de cette jeune fille de 16-17 ans qui a été tuée hier par une roquette. Le corps a été déposé sous un abri au toit de tôle, déposé sur une longue table et enveloppé dans une natte sur laquelle on a posé un caillou. Et puis devant, il y a un petit tabouret avec des bâtons d'encens qui brûlent
et une lampe à pétrole également qui maintient une petite flamme jaune. Ah ça, ce sont les militaires qui répondent? Oui, oui. Il répond avec le canon. Oui. Avec le canon? Oui, avec le canon, répond. Vous écoutez? Donc les coups de canon qu'on entend là, Oui. ce sont les militaires sud-vietnamiens Oui. qui tirent maintenant sur l'endroit d'où sont parties les roquettes. Oui. C'est donc l'échange roquettes contre canon, des accrochages comme celui-là. Il y en a des dizaines par jour en ce moment au Sud-Vietnam. Pendant ce temps-là, dans le village où se sont retranchés les habitants, dans l'autre moitié du village, il y a un coiffeur qui continue tranquillement à couper les cheveux d'un de ses clients sous une petite cabane en tôle rouillée. C'est d'ailleurs absolument stupéfiant de voir comment ce village est entièrement coupé en deux. D'un côté, il y a le secteur dans lequel se trouvent les militaires. Dès que les premières roquettes tombent, la population civile évacue, se réfugie dans l'autre partie du village et continue à vivre normalement, comme tous les jours au Vietnam. Dans les jours qui suivent, tout s'accélère, les Viet Cong poursuivent leur progression et ils se rapprochent toujours plus de Saigon. Le 27 avril, le voilà donc sur la route de Bien Hoa, à l'est de Saigon. La ville vient de tomber. Et alors là, il y a une anecdote qui est assez terrible. Il devait au départ partir avec d'autres journalistes français, une équipe de TF1 et un journaliste de l'Express Christian Hoche et un photographe de Gamma qui s'appelle Michel Laurent. Ils étaient dans 2 voitures et au dernier moment, il n'est pas monté dans la voiture pour une raison obscure. Et quelques minutes plus tard, sur la route de Bien Hoa, précisément, les 2 voitures sont tombées dans une embuscade, dans des tirs croisés entre les forces du Nord et les forces du Sud. Et l'équipe de TF1 a réussi à partir. Le photographe de Gamma et le journaliste de l'Express ont été pris sous les tirs. Christian Hoche de l'Express a été blessé et emmené dans la jungle. Et Michel Laurent a été tué. Et nous, à ce moment-là, avec notre mère, Sophie et Isabelle, mes sœurs qui ont 9 et 10 ans, et moi qui ai 5 ans, on est en voiture en train de partir, je crois, chez nos grands-parents, chez nos arrière-grands-parents, en banlieue parisienne. Il y a le flash d'Europe 1 avec le carillon qui résonne, et on entend que 2 journalistes français ont disparu au Vietnam. On ne sait pas dans quelles circonstances, on ne sait pas s'ils sont vivants, on ne sait rien. Elle entend ça à la radio, on entend ça, et elle coupe la radio, et elle fait comme si c'était pas grave, comme si de rien n'était. On arrive chez les arrière-grands-parents, elle s'isole, elle va téléphoner à Europe 1, où on lui dit qu'on ne sait pas en fait, qu'on n'a pas de nouvelles, que c'est l'agence France Presse qui a révélé ça, mais qu'on n'a pas de nouvelles de mon père, de notre père. Et donc ça dure des heures, et elle est d'un courage absolument incroyable. Elle dit rien, elle fait comme si tout allait bien, alors qu'elle est certainement morte d'inquiétude. Et on saura quelques heures après qu'il s'agissait en fait de 2 journalistes qui étaient donc dans cette voiture. Toujours est-il que lui, le 27, il est aussi, mais pas avec ces journalistes-là, sur la route de Bien Hoa, à l'est de Saigon, et il raconte. Lundi matin, 10h30 sur la route de Bien Hoa. Nous avons été arrêtés à quelques kilomètres de Bien Hoa qui est sous le régime du couvre-feu depuis hier, couvre-feu 24 heures sur 24. Et ce matin, une bataille est en train de se dérouler tout autour de Bien Hoa, qui est pratiquement la dernière ville avant Saigon. Il y a donc en ce moment cet affrontement au canon lourd, au canon de 155 entre les Sud-Vietnamiens et le Viet Cong et les Nord-Vietnamiens. Le Sud est soutenu par les hélicoptères qui essaient de repérer les endroits précis où se trouvent les Nord-Vietnamiens. Et à ce moment-là, lorsque une concentration est repérée, une concentration soit de soldats du Nord, soit de troupes du GRP,
Les coups de canon partent. On entend le coup du départ et quelques instants après, l'explosion à l'arrivée et une colonne de fumée, de poussière jaune qui monte dans le ciel. Sur la route pour arriver à Bienoa, nous avons croisé plusieurs ambulances, plusieurs dizaines même d'ambulances qui revenaient toutes sirènes hurlantes sur Saïgon en emportant les blessés de cette bataille qui est peut-être l'une des dernières avant que le général Min s'installe au palais présidentiel et négocie avec le GRP. La route est complètement coupée, les gens sont là, sur le bord, sur les petits promontoires, ils regardent, ils écoutent les coups partir et ils regardent où ça arrive, ils montrent du doigt les colonnes de fumée qui montent. Un spectacle assez étonnant car pour empêcher les gens de passer, ce sont de simples policiers qui font un barrage, ils ont déroulé des barbelés sur la route et puis c'est tout. Et on attend que ça se passe. On attend les coups de canon, on compte les coups. Il semble que les Sud-Vietnamiens subissent de très lourdes pertes dans ce genre de bataille car ils arrivent de la façon suivante à bord de M113, des transports de troupes blindés qui les déposent sur les lieux du combat où ils s'enterrent à peine et puis ils attendent que ça arrive. Ils sont encerclés par le Viet Cong et ça se termine par un accrochage généralement très meurtrier pour les Sud-Vietnamiens. Le Viet Cong, lui, après l'attaque, repart et se cache avant de repartir, de relancer un nouvel assaut contre une nouvelle position sud-vietnamienne. Certaines activités continuent, on continue à rouler en moto, à rouler en bicyclette. Les paysans ne relèvent même pas la tête quand les obus tombent, quand ils entendent les obus tomber. C'est vraiment la routine ici. Les gosses me disent bonjour en passant, très détendus. Ils connaissent ça depuis des années et des années, depuis leur naissance, alors ça leur est totalement égal. Les obus de 150 tombent tout près d'ici, à peut-être 200, 300 mètres, on les voit tomber avec toujours ces gerbes de poussière un peu rouges. Mon ami, il a dit que tous les avions dans l'aéroport Bien Hoa, ils sont tous partis. Tous les avions de l'aéroport de Bien Hoa sont partis cette nuit. Ils sont tous on a évacué la base. Malgré il n'y a aucune nouvelle. Ah, ils sont partis, les pilotes sont partis. Commandés à Saigon. Mais ils se sont enfuis au nord alors? Oui, mais je ne sais pas pourquoi. La ville de Bien Hoa peut donc maintenant être considérée comme, sinon perdue, tout au moins complètement isolée de Saïgon. C'est cette ville de Bien Hoa qui alimente la capitale en eau potable et en électricité. Et naturellement, si elle tombe ou même si simplement elle est isolée, à ce moment-là, ça deviendrait dramatique à Saïgon. Il semble que depuis ce matin, il y ait une énorme activité héliportée, des hélicoptères qui essaient visiblement de repérer les concentrations adverses pour essayer de faire un point précis de la situation militaire, toujours les obus, pour essayer de faire un point précis de la situation militaire. D'ailleurs, le général Min a longuement rencontré le chef d'état-major de l'armée sud-vietnamienne et on peut penser que c'est à la suite de cette rencontre que le général Min, qui arrive au pouvoir maintenant, a demandé au chef d'état-major de lui faire un point le plus précis possible de la situation militaire. Une situation militaire qui est pratiquement désespérée. D'ailleurs, dans les accrochages les plus violents, les soldats sud-vietnamiens l'ont parfaitement compris. Ils estiment qu'il n'est plus nécessaire de se battre et dès que le danger se précise un peu trop, eh bien, ils battent en retraite. Devant moi, un gamin sud-vietnamien, il mesure à peine 1m50, il est en short avec une chemise blanche et il a une carabine en bandoulière. Quel âge a-t-il? 16 ans. Et ils sont dans la milice? Non, ils sont des locaux. Ah, c'est la police communale? Oui, oui. Ces garçons de 14 ans font la police communale.
Ils sont tenus civils, mais on appelle des polices communaux comme auparavant, comme au moment des Français ici. Oui. Vous pouvez leur demander à ces petits garçons là de 14 ans là s'ils savent bien servir du fusil? Biết sử dụng xài cái súng rõ ràng không? Biết. Oui. Il sait servir. Il dit qu'il se débrouille bien avec. Oui. Il s'en sert souvent de son fusil? Có xài súng thường không hay là lâu lâu mới bắn phát? Có xài thường? Người ta đâu có cho bắn. Non, peu de temps, pas souvent. Pas souvent. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son fusil alors? Với cây súng cháu thường ngày cháu làm gì? Chùi. Biết chùi ha? Dạ. Et chaque jour essuyer, faire nettoyage, comme ça. Et ben la nuit, il prend la garde. Ah, il monte la garde la nuit? Oui, la nuit. Combien il gagne d'argent comme policier communal comme ça? Nó không có cho tiền, tháng đâu có tiền. Il n'est pas payé? Sans solde. Sans solde. Et comment il vit? Il ne va pas à l'école? Ăn cơm nhà hay gì? C'est grâce à ses parents, logés, nourris. Est-ce que ses parents... Est-ce que son père est militaire au moins? Cha mẹ đi lính rồi không? Không. Làm gì? Ở nhà mình. Làm ruộng hay làm gì? Ruộng. Làm ruộng. Cultivateur, jardinier. Son père est cultivateur et jardinier. Oui. Il ne fait pas la guerre, tandis que lui, il a 16 ans et il fait la guerre. Oui, c'est obligatoirement. Obligatoirement. Tous les jeunes gens de 16 ans, 14 ans, s'ils ne sont pas militaires, mais ils sont dans le village comme police communaux, aide de la sécurité dans la commune. Est-ce qu'il a déjà tué quelqu'un avec son fusil? Có bắn, có giết người nào chưa? Chưa. Jamais. Pas encore. Est-ce que ça lui ferait peur de tuer quelqu'un? Khi mà cháu muốn bắn người nào bắt buộc phải bắn, có sợ không? Bắn cái để tôi có sợ? Không. Non. Il est courageux. Il n'aurait pas peur de tuer quelqu'un? Non. Et il est courageux, il se trouve courageux parce qu'il n'aurait pas peur de tuer quelqu'un. Il n'a pas dit la vérité. Mais si le Viet Cong arrive, lui, il aura été policier pour le Sud, donc il risque de le tuer. Bây giờ nếu mà Việt Cộng tới đây đó, cháu ngăn chặn, cháu bắn nó hay là cháu chạy? Bắn chứ. Bắn. Quand les Viet arrivent, ils tuent. Ils ne reculent pas, ils tuent. Ah, si les Viet arrivent, oui. Il ne reculera pas, il les tuera. Mais s'il est tué? Nếu bắn nó chết rồi thì sao? Có sợ? Không. Có sợ trả thù được không? Không. Non. Il prend le fusil. Quand il est mort, il prend le fusil. Ah, quand il sera mort, le Viet, il lui prendra son fusil. À 47 là. Là, nous sommes sur la route qui conduit de Xuan Loc à Saigon. Et sur des kilomètres et des kilomètres, ce sont des cortèges de réfugiés. On les compte par milliers, par dizaines de milliers, qui marchent vers Saigon avec tout ce qu'ils ont pu récupérer, tout ce qu'ils ont pu sauver de la débâcle. L'après-midi du 28 avril, le voilà sur la route de Xuan Loc, où affluent des milliers de réfugiés. Il y a des femmes, des hommes, des enfants qui rejoignent Saigon. La ville vient de tomber dans ce qui a été la dernière grande bataille de la guerre du Vietnam, et il raconte. C'est les militaires qui s'en vont, ils s'enfuient. Ils s'en vont où? Le Saigon. Je suis en ce moment à une vingtaine de kilomètres de Saigon sur la route de Xuan Loc, très exactement à Xa Loi Phat Dai. Et sur cette route, depuis Saigon, c'est un spectacle absolument épouvantable. Des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés sont en train d'essayer de regagner la capitale, d'aller se mettre à l'abri à Saigon en emportant tout ce qu'ils ont pu emporter. Ce sont des triporteurs qui sont bourrés de sacs, de morceaux de bois, de légumes, de bicyclettes, de morceaux de meubles, de chaises, de tabourets. Ce sont des camions entiers comme celui-là qui passent avec une armoire, des centaines de personnes qui essaient de s'agglutiner. Impossible de dire combien ils sont, mais certainement des dizaines et des dizaines de milliers, 100 000, 200 000, 300 000. C'est absolument impossible à évaluer. Ils marchent au bord de la route en laissant passer les voitures et les camions. Il y a des familles entières, des femmes qui portent sur la hanche de tout petits bébés.
d'autres qui sont chargés pire que des mulets, et tout ça marche résigné sur le bord de cette route où il fait une chaleur épouvantable. Ils pensent arriver à Saïgon, trouver là-bas un refuge. Beaucoup se font des illusions. Là, juste devant moi, un militaire sur une moto. Il a sa petite fille devant, assise sur le réservoir, le fusil posé sur le guidon, sa femme sur le siège arrière, et ils ont tout simplement emporté un sac de riz. Ce militaire s'enfuit, pour lui la guerre est finie. Ici, un camion avec une bicyclette, une bonne centaine de personnes à l'intérieur, une bicyclette sur le capot, des femmes, des enfants, quelques sacs, des meubles. Ils essaient d'aller à Saïgon. Là encore, un triporteur avec au moins 10 personnes à l'intérieur. 10 personnes, plus des paniers, plus sur le toit, une bicyclette, une bassine, une cantine, un sac de riz, quelques habits, un autre triporteur, au moins 15 personnes dans celui-là, des enfants qui regardent avec leurs grands yeux tout étonnés, qui regardent ce qui se passe, ils regardent les gens marcher, ils sont assis, ils ne parlent pas. Sur le toit, des morceaux de bois, une natte, un panier, un jerrycan, une bouillotte, quelques provisions. Autre triporteur, 15 personnes dedans, un sac de riz, un vélo. Un homme complètement maigre, décharné, pousse une bicyclette dont les deux roues sont crevées, les pneus sont en train de partir en morceaux. Sur cette bicyclette, il y a de part et d'autre du cadre 2 seaux en plastique rouge bourrés de vivres. Il y a sur l'avant, sur le guidon, un sac de riz et une natte. C'est tout ce que ce réfugié emporte. Est-ce qu'il arrivera à Saïgon? On est encore à 20 km et sa bicyclette est en train de partir entièrement en morceaux. Une moto, 2 enfants, le père, la mère, des bassines. Elle fait au moins 3 mètres de large et elle est plus longue que large, tellement on a entassé de choses dessus. Un camion de militaires qui vient de passer en direction de Saïgon, chargé de munitions, ils rentrent. Ils ont décidé que pour eux la guerre c'était fini, qu'il ne fallait pas prendre de risques. Ils rentrent, ils doublent les réfugiés, ils klaxonnent, ils s'en vont, ils fuient. Une ambulance de la Croix-Rouge vietnamienne, des blessés à l'intérieur, des civils. On est en train de faire une perfusion. Une vieille traction avant, 10 personnes à l'intérieur, un homme assis sur le coffre d'où dépasse une bicyclette alors que ce coffre est déjà bourré de 1001 choses. Un camion militaire qui monte vers le front, il y en a quand même encore quelques-uns, mais il monte pratiquement à vide. Cela signifie qu'il va redescendre tout à l'heure avec les cadavres des soldats qui, eux, ont eu le courage de se battre et qui ont été tués. Tous ceux qui ont assisté à l'exode qui a suivi la chute de Xuan Loc estiment que ce qui se passe aujourd'hui, c'est Xuan Loc en 10 fois, 100 fois plus important. Les réfugiés arrivent sur Saïgon par dizaines de milliers. Ils marchent d'un pas lent, régulier, depuis 4 jours. Et peut-être ce soir seront-ils à Saïgon. Et là, la question est de savoir ce qui va se passer pour eux, car Saïgon est déjà surpeuplé et ne pourra certainement pas accueillir tout le monde. Alors on redoute des pillages, on redoute une certaine famine, on redoute des conditions sanitaires extrêmement difficiles, précaires, voire catastrophiques. Et s'il n'y a pas de bataille de Saïgon, le grand danger, ce sera l'accueil de tous ces réfugiés, car il n'est absolument pas certain que ça ne soit pas dramatique. Ça fait pas...
à l'heure, un camion militaire rentrant sur Saïgon, bourré de soldats en fuite, a tiré des rafales d'armes automatiques pour s'ouvrir la voie, pour faire peur aux réfugiés et pour pouvoir aller plus vite se mettre à l'abri. Ces soldats tirent en l'air également pour que lorsqu'il y a un ralentissement, le camion ne soit pas pris d'assaut par les réfugiés qui cherchent évidemment un véhicule pour eux aussi accéder le plus vite possible à Saïgon, qu'ils croient être un havre de paix et de tranquillité, mais c'est un peu une illusion. Après donc avoir été constaté par lui-même l'avancée des forces Viet Cong vers Saïgon, le 28 au soir, le 28 avril, il rentre à son hôtel, qui est l'hôtel Continental, qui sert de QG, on va dire, à tous les journalistes, notamment les journalistes français. Et en pleine nuit, dans la nuit du 28 au 29, il est réveillé par des bruits étranges et il déclenche son agra. Et voici ce qu'il raconte. Il vient d'y avoir un violent tir de mortier alors qu'il est 4h10 dans la nuit. Et curieusement, des avions sont en train de tourner assez bas dans le ciel sans qu'on les voie. Et on se demande d'abord qui sont ces avions, ensuite si... ce n'est pas un bombardement qui est en train de se préparer. Il y a depuis une demi-heure une sorte de navette d'hélicoptère dans le ciel de Saïgon. Ça a commencé à 4h10 par des coups de canon et des tirs de roquettes. Et puis des hélicoptères n'ont pas cessé de faire des allées et venues. Peut-être s'agit-il de l'évacuation des tout derniers Américains qui restent à Saïgon. On aperçoit les lueurs des coups de canon, les lumières rouges et clignotantes des hélicoptères. Tout ça se passe dans une nuit de pleine lune qui est magnifique, simplement déchirée par ces coups de canon, ces tirs de roquettes. Toujours les hélicoptères qui tournent en rond, c'est pas exactement ce qu'il faut, ils font une sorte de navette. Et on pense toujours que ce sont peut-être les Américains qui sont en train de s'en aller. Ce qui provoque ces tirs cette nuit à Saïgon qui durent depuis environ 1 heure, 1 heure et demie maintenant. Assez espacés. Quelques coups de canon lourds et puis ça s'arrête pendant 5-10 minutes, un quart d'heure et ça recommence. Ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas entendu une pareille activité aérienne de nuit. Et même d'ailleurs dans la journée, on ne voit jamais autant d'hélicoptères au-dessus de Saïgon. En tout cas, c'est bien cela, je ne m'étais pas trompé. Il est maintenant 6h du matin. On vient de me confirmer par téléphone l'évacuation des derniers Américains du Vietnam. 2 avions sud-vietnamiens tournent dans le ciel et lâchent leurs bombes sur les positions Viet Cong. Des colonnes de fumée montent dans le ciel. Le dernier quart d'heure semble bien commencer. To the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. Dans le prochain épisode de 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est un spectacle absolument incroyable, un spectacle de bousculade, de désolation. Il y a accroché littéralement aux grilles de l'ambassade des Sud-Vietnamiens, des familles entières de Sud-Vietnamiens accrochées par grappes aux grilles de l'ambassade. Et ces familles regardent cet hélicoptère qui est en train de se poser sur le toit de l'ambassade, sur la plateforme qui a été aménagée sur le toit. Get here and we'll do the rest. Cet hélicoptère, c'est pour eux l'hélicoptère de la dernière chance, celui qui peut-être d'ici ce soir les emmènera sur l'un des 5, 6 ou 7 porte-avions américains qui sont
dans les eaux territoriales du Sud-Vietnam, légèrement au large du delta du Mekong. Et si vous n'avez pas de place dans les hélicoptères, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, mon Seigneur. Vous allez prier le Seigneur, c'est ça que vous dites? C'est ça, mon Seigneur. Mon Seigneur. Amen. Mon Seigneur, Amen. C'est ça. C'est une prière que vous venez de faire. Oui. J'assiste en ce moment au spectacle le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Dans les rues, depuis que les Américains sont partis, abandonnant tout, il y a des scènes de pillage absolument incroyables. Les gosses, les femmes, les hommes, les enfants, tout ça, ça se précipite dans les villas abandonnées par les Américains, dans les immeubles abandonnés par les Américains, et ça emporte sur des charrettes entières des meubles, des bureaux, des lits, des matelas, absolument tout ce qu'ils peuvent trouver, les tiroirs des bureaux. The end of laughter and soft light. The end of nights we try to die. This is